3 questions pour vous. Qui aujourd'hui est inscrit sur au moins un réseau social? Lève la main. Gardez la main levée. Qui va dessus au moins une fois par jour? Et qui est capable de passer une semaine sans? Et voilà, ça fait pas beaucoup. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et de pourquoi c'est l'innovation majeure du XXIe siècle. Et c'est même au-delà d'être une innovation majeure du XXIe siècle, c'est une innovation structurante pour le futur de l'humanité et même un bouleversement anthropologique dans la manière dont on a organisé la société. Non, c'est l'inverse. Voilà. Donc c'est le bouleversement de la civilisation humaine sur absolument tous ses fondements et tous ses fondements principaux, et à commencer par la sociabilité. Dans l'histoire, notre sociabilité se construisait en tribus, se construisait en villages et se construisait à quelques centaines de personnes. On connaissait quelques centaines de personnes à l'échelle d'une vie. C'est-à-dire qu'on pouvait créer des connexions fortes, mais surtout on ne pouvait pas expandre ses connaissances. On se mariait près de chez soi, on avait ses amis près de chez soi, on avait sa famille près de chez soi, et c'était le seul horizon indépassable que l'on pouvait avoir. Les voyages étaient très peu faits à l'époque par la mobilité, mais les réseaux sociaux qui n'existaient pas à l'époque ne permettaient pas aussi de se projeter dans d'autres univers. Aujourd'hui, si je vous demande à quoi ressemble le drapeau du Brésil, même si vous n'êtes pas allé au Brésil, vous êtes capable de me le dire. Si je vous demande à quoi ressemble la Grande Muraille de Chine, vous n'êtes pas obligé d'être allé en Chine pour savoir ce que c'est. Si je vous demande à quoi ressemblerait la vue de l'Empire State Building, vous serez évidemment capable de le faire, même si vous n'y êtes jamais allé. Et toute cette projection-là, c'est impossible à l'époque. Il faut comprendre que ce sont des êtres humains qui sont constitués de la même manière que nous. Notre chimie corporelle n'a absolument pas évolué d'un iota, et pourtant, il y a un bouleversement majeur dans notre sociabilité. Et cette sociabilité, on va voir comment ça se structure. Il y a eu une deuxième innovation majeure par les réseaux sociaux, qui est la révolution des systèmes d'information. À l'époque, l'information, elle est rare, elle est réservée aux élites, et surtout, elle est extrêmement lente. Il faut qu'elle voyage avec des corbeaux, des pigeons voyageurs, ou même des personnes humaines physiquement qui se déplacent en cheval ou à pied pour transporter cette information. Et cette information-là, on parle même de choses aussi bêtes que la fin d'une guerre. Il est arrivé un nombre incalculable de fois que des soldats se tuaient au combat plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années après qu'un armistice ait été signé. Il faut comprendre que l'information telle qu'elle est faite aujourd'hui, la notification BFM TV dans notre téléphone, à l'époque, elle n'existe pas. Donc je peux être là à me battre sur un front pendant que mon roi a capitulé, et donc du coup, je peux être littéralement en train de perdre la vie alors que la guerre est déjà gagnée ou perdue. Et ces systèmes d'information, c'est aussi une manière de garder une population sous contrôle, car n'étant pas capable de s'informer, elle n'est pas capable de se coordonner, et n'étant pas capable de se coordonner, elle est dépendante des institutions supérieures qui, elles, contrôlent l'information. Et cette information, en tant que rareté, elle nous paraît quelque chose de hyper lointain, mais c'est quelque chose que déjà, il y a 2 siècles, on vivait encore, où on était obligé de communiquer par des lettres. Il n'y avait pas encore de télégraphe, il n'y avait pas encore de radio, c'était les balbutiements justement des commencements de nouveaux moyens de communication. Et du coup, on dépendait toujours de l'écrit, on dépendait aussi de la certitude de l'information. Et on n'avait aucune manière de réussir à l'échelle à coordonner des opérations, car l'information nous manquait. Et cette révolution de l'information, c'est sur le professionnel, c'est sur le militaire, c'est sur le politique, c'est sur l'individuel. Si jamais il arrivait du mal à nos proches, lointains, parce qu'on avait bougé en ville, on ne pouvait l'apprendre que quelques mois ou quelques années après. Et il y a une troisième révolution. C'est le fonctionnement de l'opinion, le fonctionnement historique de l'opinion. Il y a un mot qui a été enlevé dans la transmission des slides. C'est le fonctionnement historique de l'opinion. Ce qui se dit à la taverne reste à la taverne. Aujourd'hui, à part à Las Vegas, il n'y a pas d'autre endroit où ça se passe ça. L'opinion de la taverne, l'opinion du bistrot est devenue monnaie courante. À l'époque, je peux m'emporter contre le roi quand on était en monarchie, contre les députés quand on était dans la Troisième République française. Je peux le faire bruyamment. Le plus grand risque que je prends de bouleverser la structure politique en place ou de moi-même me faire taper sur les doigts pour mon opinion, c'est la taverne, c'est le village et ça ne dépasse pas ça. Et cette logique-là veut dire aussi que l'opinion individuelle, n'ayant qu'une très faible valeur, rend aussi impuissantes les populations à pouvoir se rebeller et à pouvoir manifester un mécontentement. Mécontentement qui est toujours transmis par l'opinion. Et cette logique-là, cette scène de Pirates des Caraïbes, c'est aussi de comprendre que la valeur de l'opinion, la valeur de l'individu
qui aujourd'hui existe par l'opinion, était une valeur très très faible, très négligeable, et qui du coup il était facile de se débarrasser de quelqu'un sans que ça soit embarrassant. Faible nombre de rencontres et d'amis, une information qui circule lentement et auprès de quelques privilégiés, et l'opinion de monsieur tout le monde reste dans le cadre privé. Ça, c'est le paradigme tel que l'être humain le vit depuis qu'il existe, depuis qu'il a évolué pour devenir l'être humain. Mais il y a une révolution. Et cette révolution, c'est celle des réseaux sociaux. Elle émerge tout à la fin des années 90, elle se propulse au milieu des années 2000, notamment par le géant Facebook. Et elle révolutionne en tout premier lieu la sociabilité. Plus besoin de se voir pour se voir. Et c'est un bouleversement total. Certes, le téléphone avait déjà été inventé, certes, la télévision avait déjà été inventée, certes, la radio, comme on fêtait même plus de 100 ans d'existence, mais il était impossible de réussir à gérer une sociabilité à l'échelle. Il était impossible d'entretenir son réseau d'amis correctement, il était impossible de réussir à littéralement passer à l'échelle ses relations sociales. Donc on gardait ce paradigme-là. Et aujourd'hui, au contraire, on est là avec des centaines, parfois des milliers d'amis Facebook, des centaines, voire parfois des milliers de connexions sur LinkedIn, des centaines de personnes qui nous influencent tous les jours, que nous ne connaissons pas, avec qui nous pouvons rentrer en contact. Et c'est un bouleversement, car on passe dans les années 80 de déposer un CV dans un bureau pour pouvoir avoir une chance d'être pris au culot, à n'avoir qu'à être dans son canapé, à faire une demande d'ajout sur LinkedIn pour pouvoir avoir les mêmes chances. Tout se fait de manière absolument centralisée, jusqu'au moment où les réseaux sociaux éclosent, et ça se fait de manière décentralisée, où chaque individu peut créer son nœud de réseau. Car le vrai changement qu'apportent les réseaux sociaux dans la sociabilité, c'est d'une logique verticale qui descend ou qui remonte à une logique horizontale où chacun peut réussir à prendre sa part à la sociabilité. C'est aussi d'une révolution de l'information. On peut être au courant de tout, même du chien de Gabriel Attal. C'est un sujet qui est hyper crucial. J'en reviens sur le côté descendant de l'information. Le côté descendant de l'information apportait une chose dont on a presque oublié aujourd'hui la saveur, qui est l'officialité de l'information. Dans les années 50, 60, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Nos grands-parents étaient en vie, mes parents allaient être nés, et à ce moment-là, l'information est encore officielle. Il y a quelques canaux de communication, et quand quelque chose est dit par le président, par des élus de la nation, c'est la vérité. Et c'est tout. Et si on n'est pas d'accord, on va à la taverne, et ça reste à la taverne, et rien ne bouge. Là, l'information est abondante. Elle est abondante au point qu'on s'en est au courant du chien du Premier ministre. C'est quand même dingue comme concept. Mais, et c'est très important de le retenir, cette information-là, disponible partout et pour tout le monde, elle a un coût. Le premier coût, c'est la non-officialité même des informations les plus officielles. Tout le monde peut être remis en question, toute information a sa contre-information, et la fake news prospère plus que jamais. La deuxième chose que ça change, et c'est encore plus structurant, c'est qu'on ne sait plus qui édite l'information. Il reste évidemment quelques grandes presses et grandes maisons médias, grandes marques médias, mais aujourd'hui, certaines de ces marques médias sont remplacées en puissance et en autorité par des personnes, des individus qui vont produire, imprimer en ligne, en vidéo, de l'information et faire de cette information-là une vérité parfois plus officielle ou en tout cas plus crue qu'une autre vérité. C'est du coup une guerre de l'information, une guerre de la vérité, au point qu'aujourd'hui on en arrive à parler même d'ère de la post-vérité. Et la troisième chose que ça change, c'est que cette information-là en abondance permet une culture sur un nombre de sujets volumineux dingue qui permet aussi aux gens de pouvoir réussir à comprendre un nombre de sujets qui les rendent beaucoup plus dangereux pour le pouvoir centralisé en place, car capables de contre-argumenter et capables d'eux-mêmes créer les solutions de leur émancipation. Et la révolution de l'importance de l'opinion. Plus besoin de permission pour partager ses combats. C'est ce que je disais dans mon troisième point, c'est la transition vers celui-là. L'opinion n'a jamais été aussi important et partager ses combats n'a jamais été aussi possible. Harold parlait de personal branding, c'est aujourd'hui par le biais de l'opinion qu'il se fait, et l'opinion étant le véhicule de cette possibilité d'émerger en tant que leader d'opinion.
Je ne suis pas vraiment présenté, mais moi je m'appelle Valorant Huberto, j'ai fondé un groupe média qui s'appelle Le Crayon. Aujourd'hui, c'est plus de 3,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. À titre personnel, j'en ai plus d'une centaine de milliers. Et c'est important de comprendre que je n'ai émergé que par les réseaux sociaux couplés à mon opinion. Et après, derrière, tout ce que nous avons construit autour de ça. Et ces choses-là permettent de partager ces combats et permettent à n'importe qui de fédérer. Et donc du coup, l'ivrogne du bistrot, qui potentiellement aurait pu être moi à une autre époque, peut devenir un leader d'opinion et fédérer autour des personnes comme lui, les autres ivrognes du bistrot, et créer une force politique majeure. Ça permet de créer des combats extraordinaires comme celui de l'écologie ou celui de l'émancipation personnelle, mais ça mène aussi au plus grand biais qui est celui de croire des gens qui littéralement vont vous partager une opinion qui va vous emmener dans le mauvais sens, qui va vous rassurer pour que vous ne preniez pas soin de votre vie, qui va vous donner des informations qui peuvent vous mettre en danger sur des choses à prendre, des médicaments ou ne pas à prendre. Il y a eu récemment des polémiques autour de la crise du coronavirus. Et également des personnes qui vont aussi être là pour leurs intérêts à eux, en prétextant être là pour vos intérêts. Et là, on a toute la liste des vendeurs de formation à Dubaï. Il ne faut pas tous les mettre dans le même panier, mais je pense que tout le monde comprend de quoi je parle. Changement de paradigme de notre vie sociale, changement de paradigme de notre connaissance, changement de paradigme de la vérité. C'est énormément à apprendre, anthropologiquement. On n'a pas été conçu pour ça. On n'a pas été conçu pour une telle surcharge d'informations. On n'a pas été conçu pour distinguer à ce point-là une opinion d'une information officielle. On n'a pas été conçu pour gérer une sociabilité à milliers de connaissances et à centaines d'amis. Et tout cela a un impact très concret qui se base sur 3 points. L'isolation. On se sent paradoxalement plus seul que jamais, car devant la multitude de choix, il y a de moins en moins d'alliances et de liens solides qui se créent. On se sent très 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 loin de la vérité et on a l'impression que tout le monde nous ment. Et la paranoïa monte de plus en plus au fur et à mesure que certains leaders d'opinion montent les communautés les unes contre les autres. Et je pense que depuis les attentats du 7 octobre, ça paraît assez évident pour tout le monde en France. Et la troisième chose, c'est qu'on n'est plus capable de savoir quel leader naturel d'opinion on peut suivre, n'étant plus désigné par des institutions indépendantes qui décernaient des diplômes, des rôles, des rangs. Aujourd'hui, le rang se crée tout seul, et se créant tout seul, faisant émerger des idées nouvelles, extraordinaires, faisant aussi émerger de dangereuses personnes qui n'ont que leur intérêt personnel ou la volonté de chaos au bout des lèvres. Comment s'en sortir dans ce changement de paradigme anthropologique? Que faire? La première chose, c'est de vivre dans le monde réel. Le virtuel pense scaler nos relations sociales, pense les faire passer à l'échelle, mais la réalité, c'est qu'un selfie ou un message envoyé par un ami n'est pas un café pris avec cet ami. Ça ne l'est pas anthropologiquement, j'entends. Les réactions chimiques qu'on a dans notre corps quand on voit une personne en physique ne sont pas les mêmes, aussi abouties soit la technologie là-dessus. Dans un monde où je suis le roi et que tout le monde fait ce que je dis, alors qu'est-ce que je fais dans le vrai? Et c'est une vraie question. Au fur et à mesure qu'on est capable de surpersonnaliser ces réseaux sociaux-là, qui vont au fur et à mesure nous donner tout ce qu'on veut et nous mettre, nous, au centre du jeu, on ne se rend pas compte qu'on s'isole de plus en plus et qu'on perd le commun. Et ce commun-là, il ne se retrouve que dans le réel. Parce que c'est le réel qui dicte à la fin des choses ce qu'il en est. Et que ce virtuel-là est un leurre dont profitent à la fin de l'histoire les personnes qui le créent. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est trier les informations qui comptent. Toutes les infos sont publiques, c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Vous avez le droit de lire l'article sur le chien de Gabriel Attal, vous avez le droit de lire l'article de Investir en 2019 sur où est-ce que va aller le Bitcoin. Je vous laisse deviner lequel des deux va vous rendre le plus riche et lequel des deux va le plus vous intéresser. C'est aussi bête que ça, mais aujourd'hui vous pouvez vous renseigner sur tous les sujets et c'est une arme de connaissance massive. L'humanité n'a jamais eu une telle chance de pouvoir réussir à mener sa vie selon ses propres choix et non pas dicté par les événements externes. Et pourtant, l'ascenseur social n'a jamais semblé aussi cassé. Ça n'a jamais semblé être un aussi gros sujet que les gens ne puissent plus s'émanciper et que l'égalité des chances soit aussi peu présente depuis ces 50-60 dernières années. Parce que les gens ne s'éduquent pas et n'acceptent pas de s'éduquer au tri de l'information et au choix de l'information. C'est parce que vous vous renseignerez vous-même comme des grands sur ce qui est censé vous intéresser, ce qui est censé mener votre vie et censé diriger là où vous voulez avoir votre comportement, que vous réussirez à prendre en connaissance de cause et sur la base de bonnes informations ce qui est censé et permettre de changer votre vie. Je parle d'investissement parce que c'est ce qui paraît d'être très concret sur le pécunier, mais c'est sur tous les sujets.
si vous voulez être des citoyens libres politiquement, si vous voulez pouvoir bien choisir vos relations amoureuses et vos relations amicales, si vous voulez savoir où mettre votre argent ou quelles compétences développer, si vous voulez apprendre comment s'occuper de votre maison ou ranger ou construire des choses, si vous voulez apprendre comment éduquer vos enfants ou autres, vous avez toute la connaissance du monde sur Internet. La seule chose qui dictera votre compétence à la fin, c'est votre capacité à choisir les bonnes des mauvaises informations. Et la dernière chose, c'est sur l'opinion. Il faut juste prendre la parole. Parce que étant dans une guerre de l'opinion, il y a juste à partir du principe que vous êtes suffisamment énervé devant tous ces leaders d'opinion qui disent des choses contradictoires, parfois vous énervent et parfois même sont des choses sur lesquelles vous êtes radicalement pas d'accord. Mais sauf que vous êtes impuissant. Vous êtes là à les regarder de votre téléphone, à rager en ligne, à leur donner du temps d'attention qui, par les algorithmes, montreront ces vidéos-là à encore plus de monde, renforçant leur statut, titillant votre colère pour gagner en puissance, pendant que vous êtes là dans votre lit en slip, à vous demander qu'est-ce que vous faites. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Alors on en parlait de personal branding, prenez la parole. C'est ça le sujet aussi. L'émancipation des réseaux sociaux, ce n'est pas seulement subir ou essayer de se protéger d'eux. C'est aussi saisir l'opportunité unique de ce bouleversement anthropologique pour réussir soi-même à devenir acteur de ce monde-là. Vous avez tous des combats, des opinions, des idées, des choses dont vous êtes certaines, des domaines où vous êtes meilleurs que les autres. Des domaines dans lesquels vos potes vous appellent pour avoir une opinion, un avis plus expert que le leur. Devenez ce pote pour beaucoup plus de monde. Les réseaux sociaux permettent ça aujourd'hui. Et les opportunités que ça va créer pour vous seront énormes et la valeur que ça va créer pour la société sera énorme. C'est parce que les gens qui sont beaucoup moins malins et beaucoup moins bien intentionnés ont moins de filtres pour prendre la parole que ce sont eux aussi qui pullulent sur les réseaux sociaux. C'est parce que les gens modérés, nuancés, qui essaient de se creuser la tête, ont plus de filtres à prendre la parole et à vouloir l'ouvrir que ce n'est pas eux qu'on voit aussi partout sur les réseaux sociaux. C'est à chacun d'être maître de ce changement-là, de cette transformation-là. Et à la fin de l'histoire, si vous n'êtes pas en train de prendre la parole, ok, vous pouvez critiquer ceux qui l'apprennent, mais vous n'êtes pas en train de vous battre dans la même catégorie. Eux sont sur le ring, vous non. Donc au moins ils ont ce mérite-là, peu importe à quel point ils font du mal à la société selon vos critères. Pour terminer sur un petit mot là-dessus, j'aimerais que vous compreniez que cette révolution-là, elle ne fait que s'accélérer pour une raison qui est très simple, c'est la puissance financière des boîtes qui ont développé ces outils-là. Et cette puissance financière, elle va être mise au service d'innovations qui vont creuser l'écart et creuser la puissance de ces canaux-là. Les réseaux sociaux, ça n'est ni une malédiction ni une bénédiction. C'est un outil aujourd'hui bien trop puissant pour qu'il ne puisse pas être dompté par des forces qui veulent faire le bien autour d'eux. Et ces choses-là, ça dépend juste de l'utilisation que chacun en fera. Mais notre sociabilité, on ne la retrouvera jamais comme avant. Notre système d'information, on ne le retrouvera jamais comme avant. L'inimportance de nos opinions à la taverne, on ne les retrouvera jamais comme avant. En revanche, on peut réussir à être plus proche de nos amis même quand ils ne sont pas là, trier les bonnes informations qui sont maintenant en disponibilité totale et prendre la parole pour faire passer nos combats. Merci à vous.